Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aimer énormément quelqu'un, mais pourtant pendant une semaine ne plus répondre à aucun de ses messages? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur d'être abandonné, mais pourtant de rejeter toi-même les gens qui t'aiment? Et le pire, c'est que tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu devrais répondre à cette personne, tu sais que tu exagères peut-être, tu sais que la personne ne t'a probablement rien fait, mais pourtant ton cerveau agit exactement comme si la relation était en danger. Pendant des années, j'ai cru que j'étais hyper toxique. On disait de moi que j'étais trop intense, trop compliquée, beaucoup trop instable. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait ça n'avait absolument rien à voir avec ma personnalité, mais que c'était une des parties cachées dont on parle le moins souvent du TDAH. Moi c'est Elena et sur cette chaîne on parle de TDAH. Je te coupe tout de suite, on parle pas du TDAH version TikTok, genre j'oublie mes clés tous les jours. Non, ici on parle de réelles choses liées au TDAH. Donc si tu veux enfin comprendre ton fonctionnement sans culpabiliser, alors t'es à la bonne place, n'oublie pas d'activer la petite cloche et de t'abonner pour ne plus rien louper. Quand on entend parler du TDAH, on entend souvent parler de problèmes d'organisation, de productivité, de concentration. Mais il y a un sujet qu'on n'entend presque jamais et pourtant ce sujet détruit silencieusement la vie de beaucoup de personnes avec un TDAH. Ici je vais parler des relations aux autres. Parce qu'il faut savoir que le TDAH c'est pas seulement un trouble de l'attention, c'est aussi un trouble de la régulation émotionnelle. Et ça change énormément de choses. Concrètement, ton cerveau de TDAH ne filtre absolument pas de la même manière les émotions. Par exemple, les relations émotionnelles arrivent toujours beaucoup plus vite, beaucoup plus intensément et avec beaucoup moins de freins que pour une personne normale, dirons-nous. Si par exemple quelqu'un répond froidement à ton message, juste en mettant un point à la fin par exemple, ou juste un seul mot, ou je ne sais quoi, et ça m'est arrivé des centaines de fois, alors ton cerveau part immédiatement dans un scénario catastrophe. Oh mince, la personne ne m'aime pas, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai dit de mal, du coup tu vas relire ton message que tu as envoyé avant, et tu vas te poser 1000 questions. Et au fond, rationnellement, tu sais que c'est pas vrai. Mais pourtant, tu t'obstines à te poser les questions quand même. Et ça, c'est hyper épuisant. Parce que évidemment, tu passes ta vie à essayer de calmer des tonnes d'alarmes internes que les autres n'entendent même pas. Si ça te parle, alors tant mieux parce que je vais t'apprendre que ce phénomène a un nom. Ça s'appelle la dysphorie sensible au rejet. Ou alors en acronyme plus simple, ça s'appelle la DSR. Alors la DSR, c'est pas un diagnostic officiel, pourtant une tonne de personnes avec un TDAH se reconnaissent là-dedans. Le problème là-dedans, c'est que chaque petite blessure émotionnelle que tu vas avoir tout au long de ta journée, à la fin, ça peut prendre une ampleur énorme dans ta tête. Par exemple, tu peux recevoir une critique et alors là, ça devient un rejet total. Si jamais t'as un message qui reste sans réponse, alors là tu peux te faire des films en disant que t'as merdé totalement. Et si par exemple une personne met une légère distance, alors toi dans ton cerveau, ça veut dire que c'est la fin de la relation. Et à force, comme c'est comme ça depuis le début de ta vie, t'as construit ta personnalité autour de cette DSR. Et alors là, au fond, tu n'as plus qu'une seule mission, ne surtout pas décevoir les gens pour pas devoir affronter ça. Du coup, ton cerveau prend l'habitude de suranalyser tout. Il observe tout. Que ce soit tes messages, le ton que les personnes utilisent, les regards, les expressions faciales. Mais t'imagines comme c'est fatigant d'analyser tout ce qui se passe autour de toi. Et en plus, le pire, c'est que c'est inconscient. Moi, pendant très longtemps, avant d'envoyer chaque message, il fallait que je le relise au moins 5 ou 6 fois pour vérifier comment l'autre pouvait interpréter ce message. Et du coup, j'observais chaque petit mot, chaque petit point que je mettais, chaque petite virgule, pour être sûre que la personne en face le prendrait bien en fait. Et ça, c'est pas du tout parce que j'étais perfectionniste. C'est parce que j'avais vraiment peur qu'une des phrases que je plaçais dans ce message pouvait être maladroitement interprétée. Et que du coup, la personne en face le prenne mal et me rejette. Et honnêtement, c'est hyper épuisant de vivre avec l'impression que chaque petite interaction peut devenir un danger émotionnel. Et souvent, pour répondre à ça, le TDAH développe 2 modes complètement opposés. Et si c'est le cas pour toi, tu passes d'un mode à l'autre et sans jamais comprendre vraiment pourquoi. Le mode numéro 1, c'est l'hyperconnexion. Tu rencontres quelqu'un et alors là, tout devient hyper intense. Tu réponds immédiatement au message, tu penses tout le temps à cette personne, tu veux tout partager avec elle et du coup, tu es ultra engagé émotionnellement. Si tu as déjà regardé mes précédentes vidéos, alors tu sais très bien que le TDAH adore la nouveauté. Donc, une nouvelle relation, ça crée un énorme pic de dopamine et du coup, toi, en face, tu reçois tellement de dopamine que tu es super heureux. Sauf que, bien souvent, tu confonds cette intensité que cette relation t'apporte avec toute cette dopamine
qui est déchargée directement dans ton corps, tu associes ça au fait que la relation est parfaite. Et que du coup, cette relation est spéciale et différente des autres parce que tu arrives à entretenir ce lien avec cette personne. C'est à ce moment-là qu'arrive le deuxième mode. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, eh bien c'est la chute. Tu n'arrives plus du tout à répondre aux messages, ou même si tu ouvres le message, tu dis bon bah je répondrai plus tard. Et puis du coup, bah le temps passe, et plus le temps passe et que tu réponds pas au message, la culpabilité s'intensifie. Comme tu te sens très coupable, tu as plus de pression en face. Et comme tu as plus de pression et que tu penses que la personne en face va mal le prendre si tu renvoies un message, c'est le cercle vicieux. Et du coup, répondre à cette personne devient encore plus difficile. Et ce qui est horrible là-dedans, ça veut absolument pas dire que tu n'aimes pas cette personne. Bien souvent, ça veut surtout dire que ton cerveau est en surcharge. Parce que dans tous les cas, une relation et le fait de maintenir cette relation, ça demande énormément de fonctions exécutives. Quand tu as une relation, il faut penser à répondre, à relancer si la personne ne te répond pas. Déjà que c'est difficile pour toi, si toi, en même temps, il faut que tu relances la personne, c'est encore plus compliqué. Il faut que tu organises des moments avec cette personne. Il faut que tu suives les conversations. Il faut que tu gères tes émotions. Et évidemment, là-dedans, il faut que tu maintiennes une certaine régularité. Et tout ça, ce sont précisément toutes les fonctions qui demandent le plus d'énergie à un cerveau de TDAH. Et alors là, tu rentres dans le cercle vicieux infernal. Tu repousses, puis tu culpabilises de repousser, et tu repousses encore. Et alors là, c'est là que certaines relations meurent. Et c'est pas par manque d'amour, mais c'est par épuisement. Et dans ce cercle vicieux, comme la relation meurt, tu te sens encore plus repoussé, et ainsi de suite. Ici, il faut préciser quelque chose d'autre. Il y a quelque chose dont on parle très peu chez les femmes TDAH, ça s'appelle le masking. Et c'est la raison principale pour laquelle le TDAH chez les femmes est très mal diagnostiqué. Le masking en clair, c'est quand tu passes ton temps à essayer d'avoir l'air normal. Ça te parle? Parce que moi, carrément. Avec ce mode masking, tu analyses absolument tout ce qui se passe. Tu analyses comment il faut parler à cette personne, comment il faut réagir, comment ne pas être de trop. Quand je te parle d'être de trop, il ne faut pas être trop intense, trop bavarde, trop émotive, trop enthousiaste, trop sensible. Et alors là, pour pas être de trop, justement, tu contrôles absolument tout. Tu contrôles tout pour te maintenir dans un cadre, pour paraître normal aux yeux des autres. Et tu le fais tellement bien que, à travers ça, les gens te voient comme quelqu'un de hyper sociable, très dynamique, très drôle, et surtout qui gère tout. Parfois, tu peux paraître prétentieux aux yeux des autres. Ça veut dire que ton masking fonctionne très très bien. Parce qu'au final, derrière, tu sais très bien que tu es tout l'inverse. Mais ça, les gens en face ne voient absolument pas le coup mental que ça te demande pour être comme ça. Pendant très longtemps, on pensait de moi que j'étais une personne hyper sociable. Et quand je faisais des soirées et que tout le monde me dit « Oh là là, mais tu passes partout, etc. » Je rentrais chez moi, mais j'étais tellement vidée, ça me demandait tellement d'énergie de masquer ma vraie personnalité. Et je rentrais, j'étais totalement épuisée et il me fallait quelques jours pour m'en remettre complètement. Et pendant longtemps, je me posais beaucoup de questions parce que je me disais, c'est vrai que je suis sociable, parce que j'aime parler à tout le monde, etc. Mais c'est tellement fatigant pour moi, je comprends pas la chose qui cloche. Alors qu'en réalité, maintenant j'ai compris, j'étais en suradaptation permanente. Et dans tout ça, le vrai problème du TDAH, c'est pas seulement tous ces symptômes. Le vrai problème, c'est ce que tu finis par croire de toi à cause de ces symptômes. Tu penses que t'es trop compliqué, trop émotive, trop instable ou encore impossible à aimer correctement. Et je pense qu'une énorme partie des femmes TDAH passent leur vie à penser qu'elles sont de trop. Alors qu'en réalité, elles sont juste souvent très épuisées de fonctionner contre leur propre cerveau. Et comprendre ça, ça change énormément de choses. Attention, c'est pas pour tout excuser. Ici, c'est pas pour dire parce que je suis TDAH, je peux faire n'importe quoi. Non, c'est absolument pas ça. Ici, je veux le dire pour arrêter de transformer chaque difficulté en preuve que tu es cassé. Alors après tous ces constats, je vais partager mon expérience ici parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai réussi à mettre en place qui ont totalement changé mes relations. La première règle que j'ai instaurée, c'est répondre petit plutôt que répondre parfaitement. Répondre petit plutôt que répondre parfaitement. Avant, pour répondre aux messages, j'attendais toujours d'avoir le bon moment, la bonne énergie, la bonne réponse. Et bien souvent, pour répondre aux messages, ça prenait plutôt 3 semaines que 3 minutes. Évidemment, mes amis en face étaient pas super contents et j'ai perdu beaucoup de relations comme ça. Alors maintenant, plutôt que d'attendre 3 semaines pour répondre aux messages, j'envoie juste un vocal d'une vingtaine de secondes. Ou alors juste une phrase, un emoji, juste pour que la personne en face sache que j'ai lu son message. Et le vocal, ça peut juste être « je te répondrai plus tard » ou quelque chose comme ça, mais juste que la personne en face sache que tu as reçu le message
et que tu lui répondras plus tard, mais pas qu'elle s'attende à avoir une réponse directement. Mais c'est toujours mieux de répondre instantanément ou dans l'heure qui suit plutôt que mettre 3 semaines à répondre. Et honnêtement, un imparfait vaut beaucoup mieux qu'un silence parfait. La deuxième chose qui a transformé absolument toutes mes relations, ça a été d'expliquer mon fonctionnement. Et ça, je l'ai fait absolument pas pour me justifier, mais c'est pour éviter que les autres en face remplissent mon silence avec leur propre peur. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude avec mes amis proches ou avec des personnes que je rencontre de leur dire, pas forcément le fait que j'ai un TDAH ou autre, juste dire si je disparais ou si je mets du temps à répondre à tes messages, c'est absolument pas contre toi. Sache que j'ai beaucoup de mal à répondre aux messages et à garder le lien. Mais si tu as besoin de moi, appelle-moi, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, je t'aime ou je tiens à toi, etc. Mais surtout, ne prends pas contre toi le fait que je réponde pas forcément à tous tes messages. Et ça, rien que le fait de dire et de prévenir les personnes en face, ça a changé beaucoup de choses dans mes relations. Alors certes, certaines personnes ne l'ont pas compris et j'ai perdu des amis, mais les bonnes personnes et les personnes qui m'aiment ont su comprendre et ont su s'adapter à ça. La troisième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est construire des systèmes réalistes. J'ai arrêté de promettre je serai toujours présente parce que c'est absolument pas réaliste pour moi et je le sais que c'est pas possible. À la place, je me programme souvent des petits rappels ou alors des créneaux de réponse dans ma journée. J'associe souvent des actions où je suis obligée de les faire, je sais que je vais les faire dans la journée, c'est-à-dire tous les soirs je me lave les dents, je sais que pendant que je me lave les dents, j'ai un créneau d'environ 2 minutes 30, 3 minutes. Donc pendant ces 2 minutes 33 minutes, en plus du fait de me laver les dents, je colle une action à celle-là. C'est-à-dire, la prochaine fois que je me lave les dents, donc ce soir, je répondrai à ce message. Le fait d'habituer mon cerveau à lier une tâche que je fais quotidiennement à une autre tâche, généralement la deuxième tâche devient une habitude. Et l'objectif ici, c'est absolument pas d'être parfait. L'objectif, c'est d'apprendre à être fiable sans s'épuiser. La quatrième chose qui a beaucoup changé, c'est que j'ai arrêté de prendre chaque émotion que j'ai pour une vérité. Aujourd'hui, quand je me dis qu'une personne m'en veut, j'essaie de me poser une question très simple. Est-ce que j'ai une preuve réelle que la personne en face m'en veut? Ou alors c'est mon cerveau qui interprète une menace? Parce que une émotion, c'est une information. Et c'est pas forcément un fait. Et bien souvent, je me rends compte qu'en fait, c'est mon cerveau qui interprète des signes qui sont absolument faux. La cinquième chose, c'est que j'ai arrêté de me définir par mes phases off. Tu n'es pas une personne impossible à aimer. Tu es peut-être juste quelqu'un qui a passé des années à essayer de fonctionner avec des règles qui ne correspondaient absolument pas à son cerveau. Et ça, c'est ok, ça fatigue profondément et il faut que tu travailles là-dessus. Tu n'es pas impossible à aimer. Et depuis que je suis un petit peu plus en paix avec moi-même, ça va beaucoup mieux dans mes relations à l'autre. Pour résumer, le TDAH ne touche absolument pas juste ton attention. Il touche tes émotions, tes relations, ta perception de toi-même et parfois même ta capacité à te sentir en sécurité avec les autres. Et le jour où tu comprendras enfin ça, alors là tu pourras arrêter de construire tes relations contre ton fonctionnement et commencer à les construire avec. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on t'a trop souvent dit ou fait ressentir dans tes relations? Est-ce que t'étais trop sensible, trop intense, trop compliquée, trop distante? Je lirai absolument tous les commentaires et je pense que beaucoup de personnes ici ont besoin de réaliser qu'elles sont absolument pas seules à vivre ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!